Avril 2020. Des supertankers chargés de pétrole sont amarrés au large des ports des grands centres industriels. Ils attendent. Aux quatre coins de la planète, les entrepôts sont pleins. Le marché est inondé de pétrole à bas prix. Alors qu'on annonçait régulièrement sa fin, l'or noir est aujourd'hui si abondant qu'il ne trouve plus preneur. 4 mois plus tôt, le pétrole est à l'origine de la plus grande introduction en bourse de tous les temps. Le géant pétrolier saoudien Aramco devient l'entreprise la plus cotée au monde. En décembre 2019, le groupe affiche une valeur de 1,88 billion de dollars, soit plus qu'Amazon, Apple ou Google. Depuis la découverte du premier gisement, l'hydrocarbure fait la une des journaux. Les recettes générées par le pétrole n'ont cessé de croître. Ça a provoqué des tensions politiques et des guerres. Un pays qui ne disposait pas de pétrole, ou qui n'en avait pas en quantité suffisante, devait trouver le moyen de s'en procurer. Notre économie est tributaire du pétrole et notre vie quotidienne paraît inconcevable sans lui. Et cela depuis 160 ans. Comment cette énergie fossile a-t-elle pu acquérir une telle puissance planétaire? Et pouvons-nous nous affranchir de cette dépendance? À Londres, il y a un endroit où se joue chaque jour l'évolution de l'économie mondiale. Il ne se trouve pas dans le quartier des affaires. Ce n'est pas non plus un bureau installé dans les étages supérieurs des grandes entreprises. C'est un vaste hangar situé à quelques kilomètres à l'est de la ville. Il abrite un gigantesque ordinateur qui décide du pouvoir du président américain, de la solvabilité du Venezuela, de l'impact des accords de Paris sur le climat, et de ce qui reste dans la poche des automobilistes français et allemands après un plein d'essence. Tout cela est déterminé par un seul nombre qui change quotidiennement. Depuis Londres, il se propage dans le monde entier. En quelques fractions de secondes, il parcourt des câbles de fibre optique, traverse des océans et des montagnes, atteint les plaines du Texas et le désert d'Arabie Saoudite. Il est attendu dans la forêt tropicale du Nigeria comme dans les ports iraniens. Il alimente les conversations dans les restaurants chics de Wall Street, Paris, Sao Paulo, Berlin et Shanghai. Il est transmis chaque jour sur une feuille de papier au président russe Vladimir Poutine. Ce nombre, c'est le prix du pétrole. Ces fluctuations tiennent le monde en haleine depuis qu'en 1859, Edwin Drake a découvert un gisement dans l'État de Pennsylvanie. Au début, on se moque de sa tour de forage bardée de tuyaux. La stupéfaction est d'autant plus grande lorsque le 27 août, du pétrole jaillit effectivement du sol. Surpris de la quantité ainsi obtenue, Edwin Drake apporte des fûts de whisky vides pour recueillir le liquide visqueux. C'est de là que vient l'unité de mesure du pétrole, toujours valable aujourd'hui, le tonneau de 159 litres ou baril. Le premier boom pétrolier de l'histoire n'a absolument rien à voir avec les moteurs ou les machines. Tout a commencé avec des lampes qu'on remplissait d'huile de baleine. Il faut bien avoir en tête qu'on tuait des baleines pour obtenir cette huile, et que toutes les espèces ont failli disparaître il y a 200 ans. L'huile est devenue de plus en plus chère, et puis elle avait une odeur épouvantable. Le pétrole, au contraire, sauvait la vie des baleines, il ne sentait pas et semblait être disponible en quantité infinie. Dans toute la Pennsylvanie, on se met à chercher du pétrole. Certaines villes doivent même leur nom à cette ruée vers l'or noir, comme Pithole City, littéralement la ville du trou de forage. 50 hôtels, des saloons, des banques, tout est construit en un temps record et ouvre immédiatement. Il n'y a que le pétrole qui compte. Mais c'est une activité sale. Les prospecteurs n'ont presque pas de moyens techniques pour contrôler le liquide graisseux. Il jaillit des puits et pollue des zones entières. On extrait même plus de pétrole que nécessaire. C'est ainsi qu'en 1861, le premier boom provoque le premier crack.
le prix du baril passe de 10 $ à 50 cents, puis à 10 cents. La jeune industrie est exsangue. De nombreux aventuriers sont ruinés. Un bref essor et une chute rapide. Un cycle se forme et se répétera au cours des 150 années suivantes dans bien des régions du globe. Le premier homme qui s'enrichit avec le pétrole est aussi le premier milliardaire de l'histoire mondiale. Ses concurrents le surnomment l'Anaconda. John Davidson Rockefeller. L'une de ses propriétés se trouve à 1 heure de route au nord de New York. C'est une villa de 40 pièces qui témoigne toujours de la haute opinion que son propriétaire d'origine avait de lui-même. Rockefeller est le premier roi du pétrole. Sa fortune équivaut alors à 4 fois celle de Bill Gates aujourd'hui. Quel est le secret de son succès ? À partir du milieu des années 1860, il se constitue un monopole. Impitoyablement, il élimine un à un les concurrents qui ne veulent pas vendre, si bien que vers 1880, il contrôle plus de 90% du marché pétrolier, d'où son surnom d'Anaconda. L'industriel obtient un énorme rabais des chemins de fer pour transporter le pétrole en grande quantité. Cela marque un tournant. Désormais, le marché est régi non plus par la compétition, mais par Rockefeller lui-même. C'est lui qui fixe le prix. L'homme d'affaires privilégie les aspects prévisibles et peu risqués de l'activité pétrolière, le transport, le raffinage, la vente, plutôt que l'extraction. En 1911, son trust, la Standard Oil, est démantelé, mais une partie du groupe survivra jusqu'à nos jours. Le nom de la firme Esso contient les initiales de la Standard Oil, SO. L'héritage de la Standard Oil perdure aussi à travers d'autres compagnies comme ExxonMobil ou Chevron, dont certaines sont aujourd'hui plus importantes que la société originelle. Cela tient à l'invention la plus ingénieuse de tous les temps. En 2010, le nombre de voitures dans le monde franchit pour la première fois le seuil d'1 milliard. L'automobile est devenue une véritable obsession. À la fois refuge et signe extérieur de richesse, elle nous a rendus plus mobiles que jamais. Pour l'industrie pétrolière, son invention est un cadeau du ciel. En Europe, le carrosse sans chevaux fait pour la première fois parler de lui en 1895 lors de la course Paris-Bordeaux-Paris. L'année suivante, une compétition a lieu dans le Rhode Island aux États-Unis. Le véhicule à essence ne tarde pas à être un symbole de statut social. Un témoin écrit « Non seulement l'homme qui possède une voiture profite du voyage et suscite l'enchantement des personnes qui se déplacent à pied, mais il jouit de l'admiration des femmes. Pour elle, il est un dieu. » Le succès de la voiture a été spectaculaire. Il faut dire que c'était l'engin idéal pour transformer l'énergie du pétrole en force motrice. À l'époque, ça paraissait miraculeux. 50 litres d'essence génèrent autant d'énergie que 1000 ouvriers au cours d'une longue journée de travail. En 1900, on comptait 8000 véhicules aux États-Unis. 12 ans plus tard, on en dénombrait déjà plus de 900 000. Et la demande en essence a explosé. Mais d'ores et déjà, les premiers champs pétrolifères de Pennsylvanie dépassent leur pic de production. C'est alors que se pose une question inquiétante qui ne cesse de nous tarauder depuis. Jusqu'à quand y aura-t-il du pétrole ? Pour une région, un État, pour le monde entier. La peur de manquer de pétrole se fait ressentir pour la première fois dans les années 1880. Un peu plus tard, en 1919, le chef des géologues américains prédit que les réserves seront épuisées d'ici 9 ans. Idem en 1944.
Puis en 1974, on prévoit que la production mondiale atteindra son pic en 1995. Depuis 140 ans, on nous répète que les réserves de pétrole vont se tarir. Tous les 30 ans, on annonce que c'est la fin. Et au bout du compte, il n'en est rien. Jusqu'ici, tous les pronostics se sont révélés faux. Soit on a découvert de nouveaux gisements, soit on a mis au point de nouvelles technologies. Le secteur pétrolier fait partie des industries les plus modernes du monde. Toutes les grandes compagnies pétrolières disposent aujourd'hui de simulateurs qui permettent aux géologues et aux ingénieurs d'explorer virtuellement les entrailles de la Terre. Dans un laboratoire près de Houston, les experts d'ExxonMobil ont les yeux rivés sur un écran qui les plonge dans un monde souterrain d'ordinaire invisible. Ils naviguent à travers des couches de grès et de calcaire jusqu'à tomber sur les formations rocheuses contenant du pétrole. Ils peuvent ainsi découvrir eux-mêmes de petits gisements. Ce type de procédé représente un énorme gain de productivité. Autrefois, on extrayait au maximum 20% du pétrole des gisements. Aujourd'hui, le taux de déshuilage peut atteindre 60%. Selon des statistiques récentes, les réserves mondiales de pétrole sont actuellement d'environ 1,7 billion de barils. Théoriquement, la moitié devrait être consommée d'ici 2040. Mais les critères d'évaluation varient selon les intérêts des acteurs concernés. Parfois, les réserves sont sous-estimées parce que dans certains pays producteurs, elles sont imposées en tant que patrimoine. Et lorsqu'on a besoin d'investisseurs, les estimations sont tout naturellement revues à la hausse. Bref, ce sont sans doute les données les plus secrètes au monde. Il y a plus de 100 ans déjà, la peur de ne plus avoir de pétrole provoquait de brusques hausses du prix de l'essence. Aux États-Unis, un gallon, soit environ 4 litres, passe en moins de 2 ans de 9 à 17 cents, soit une augmentation de près de 100%. À Londres ou Paris, les automobilistes paient environ 50 cents, et dans d'autres pays d'Europe, ils déboursent même $1 pour un gallon. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Aucune matière première n'offre autant de possibilités que le pétrole. Le pouvoir de l'or noir commence à intéresser les politiques, en particulier un jeune ministre britannique de la Marine. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Le pétrole va influer sur l'avenir et pas seulement sur le prix de l'essence. Ce ministre, c'est Winston Churchill. Le premier lord de l'amirauté est un visionnaire. Il pressent ce qui sera déterminant dans les futurs conflits en mer, la vitesse et donc le pétrole. À ses yeux, l'énergie issue du charbon est une technique dépassée. Problème, le Royaume-Uni dispose d'importants gisements de charbon, mais pas de pétrole. Il se tourne donc vers le Proche-Orient. En 1908, des entrepreneurs britanniques ont été les premiers à découvrir du pétrole en Perse, l'actuel Iran. En 1912, Churchill négocie un accord qui fait de la Grande-Bretagne le principal actionnaire de l'Anglo-Persian Oil Company, fondée 3 ans plus tôt. Un gouvernement met ainsi pour la première fois le pied dans l'industrie pétrolière. Un coup de génie de la part de Churchill, comme on le verra 2 ans plus tard. Même si l'on associe d'emblée la Première Guerre mondiale aux combats de tranchées et aux batailles de position, les coups de fusil et les tirs d'obus jouent un rôle moins décisif dans le conflit que le pétrole et l'essence. Les navires de guerre britanniques qui fonctionnent avec des chaudières à mazout écrasent la flotte allemande qui, elle, fonctionne au charbon. Une plus grande portée, une vitesse plus élevée, un ravitaillement plus rapide en carburant, autant d'avantages que les Britanniques ont sur les Allemands. Après la guerre, Winston Churchill a déclaré qu'entre 1912 et 1914, la Grande-Bretagne avait créé la plus grande flotte au monde sans que cela coûte un penny aux contribuables britanniques. La raison en est que la marine britannique a été approvisionnée en pétrole presque gratuitement.
Et puis le pays a gagné beaucoup d'argent grâce aux dividendes versés par l'Anglo-Persian Oil Company. Il faut dire que la compagnie a vu sa valeur boursière augmenter après sa prise de contrôle par le gouvernement britannique. Comme la Perse, la Mésopotamie, l'actuel Irak, paraît très prometteuse après la Première Guerre mondiale. Elle est placée sous mandat britannique et là encore, le Royaume-Uni veut s'assurer le contrôle de l'or noir. C'est le début d'un combat sans fin pour les puits de pétrole au Proche-Orient. Les Anglais et les Français se sont vite mis d'accord. Les Français ont renoncé à Mossoul et ont pris le contrôle de la Syrie. Les Anglais ont obtenu le mandat de la Mésopotamie, l'actuel Irak. Mais il y avait les États-Unis. En 1917, ils étaient entrés dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Et bien sûr, ils voulaient leur part du gâteau. D'autant qu'après la guerre, ils craignaient que leurs propres champs pétrolifères ne se tarissent. Les États-Unis se trompent complètement dans l'évaluation de leurs réserves. À l'époque, ils produisent les 2/3 du pétrole mondial. Mais il est vrai que leurs besoins croissent rapidement. Le nombre de voitures sur le sol américain est époustouflant. En 1920, on en compte déjà plus de 9 millions. La perspective d'être privé de ressources en carburant est un cauchemar pour les Américains. L'amitié s'arrête avec le pétrole. On en a pour la première fois l'illustration lorsque 2 géologues américains de la Standard Oil se rendent à Bagdad et que les Britanniques les livrent à la police locale. Mais les Américains ne vont pas lâcher l'affaire. De leur côté, les Britanniques ne veulent pas se mettre à dos le pays le plus puissant du monde. Ils sont donc bien obligés de laisser les ingénieurs américains entrer dans le pays pour chercher du pétrole. Il y a certainement aussi une part de calcul chez les Britanniques. Il faut savoir que, contrairement au Royaume-Uni, les États-Unis disposent à l'époque du savoir-faire et de l'argent nécessaire pour réaliser des forages. Mais toutes ces manœuvres montrent que les deux pays alliés prennent de gros risques, alors qu'ils ne sont même pas sûrs de trouver du pétrole en Irak. En 1927, le doute est levé. Près de Kirkouk, les ingénieurs britanniques et américains découvrent un gigantesque gisement d'où jaillit un geyser de pétrole de 25 mètres de haut. On pense que c'est le jackpot. Personne ne se doute encore que de tels volumes ne sont qu'une infime partie de ce qui repose non loin de là, dans un autre pays. L'Arabie saoudite restera longtemps la première puissance pétrolière au monde. Le pétrole garantit un train de vie princier à certains Saoudiens. C'est le cas notamment des centaines de petits-enfants du fondateur de l'État saoudien, le roi Ibn Saoud, qui vivent dans le luxe et l'opulence. Plus de 10 millions de travailleurs immigrés font tourner la première économie du monde arabe pour des salaires modiques, tandis que les Saoudiens occupent les emplois d'État bien payés ou encore sont bailleurs de fonds de sociétés étrangères. Une prospérité qui repose exclusivement sur le pétrole. Dans les années 1920, l'Arabie apparaît encore comme une terre où le temps s'est arrêté. La dynastie des Saouds suit une interprétation puritaine de l'islam. Pas de voiture, ni de téléphone, ni surtout d'étrangers occidentaux pour perturber le mode de vie traditionnel. Mais l'argent manque cruellement. L'État saoudien est en faillite. Le premier roi autoproclamé d'Arabie saoudite est issu de la dynastie des Saouds et conquiert de vastes parties de la péninsule, y compris les villes saintes de la Mecque et de Médine. Mais le destin de son royaume est déterminé par un contrat qu'il passe avec une entreprise d'un pays de mécréants. Ce roi, c'est Abdelaziz ibn Saoud. Le monde affronte sa première crise économique et la fortune d'Ibn Saoud tient dans la sacoche de son chameau, comme le disent des témoins. La principale source de revenus de l'Arabie saoudite provient des pèlerins qui vont à la Mecque.
Le nombre de pèlerins à la Mecque diminue, si bien que les caisses de l'État saoudien se vident. Cela oblige le roi d'Arabie saoudite, Ibn Saoud, à conclure un accord avec les compagnies pétrolières américaines. Selon les termes de ce contrat, elles sont autorisées à chercher et à extraire du pétrole sur le sol saoudien. Ibn Saoud ne peut plus payer ses fonctionnaires et il sent le vent tourner dans le pays. Ses anciens rivaux, les fondamentalistes wahhabites, commencent à critiquer ce roi qui veut moderniser le pays. Il importe des téléphones, des radios, des voitures. Aux yeux des religieux, ce sont là des instruments du diable. En 1933, Ibn Saoud signe malgré tout un contrat avec la compagnie pétrolière américaine Sokal, qui obtient ainsi la première concession de forage au prix de 175 000 $ en or. Ce contrat, d'une durée de 60 ans, couvre un immense territoire d'1 million de kilomètres carrés, près de la moitié de la superficie de l'Arabie saoudite. Mais contrairement à l'Irak et l'Iran, où l'on extrait déjà du pétrole, personne ne sait si le sous-sol saoudien en contient. La prospection engloutit des millions de dollars et s'éternise. Après 5 ans de recherches infructueuses sous un soleil de plomb, les Américains veulent retirer leurs équipes d'Arabie saoudite. Puis le 4 mars 1938, tout bascule. Les ingénieurs trouvent du pétrole près du village de pêcheurs de Dammam. Dès le premier jour, 255 000 litres d'hydrocarbures jaillissent du sol. Les États-Unis mettent en exploitation leur premier champ pétrolifère dans le monde arabe. C'est le plus grand gisement de la planète. Avec l'Arabie saoudite, les Américains ont, comme ils le disent, tiré le gros lot. Le paisible village de pêcheurs voit débarquer une cohorte d'ouvriers et d'ingénieurs américains. En plein désert, un campement de la taille d'une petite ville sort de terre. C'est le début d'une longue et étrange cohabitation, celle de 2 systèmes aux idées et aux valeurs diamétralement opposées. Pour la dynastie qui fonde sa légitimité sur une interprétation rigoriste de l'islam telle qu'elle est prônée par les wahhabites, la coopération avec les États-Unis n'est pas sans risque. Pour les religieux traditionalistes, la présence de mécréants sur la terre du prophète est une provocation insupportable. Cette relation va néanmoins s'inscrire dans la durée. En marge de la vie publique, on voit apparaître un monde parallèle dans lequel des bédouins arabes travaillent avec des ouvriers texans. Une autocratie traditionnelle islamique rencontre le capitalisme américain moderne. Les Américains ne tardent pas à vivre dans des ghettos confortables, des maisons climatisées avec piscine et personnel indien. Jusqu'au début des années 1950, ils peuvent même boire de l'alcool à leur domicile. Seule la célébration de l'office chrétien leur est interdite. À l'époque, le gouvernement américain condamne officiellement le communisme impie, mais il accepte sans broncher l'interdiction qui frappe l'Église chrétienne en Arabie saoudite. Visiblement, le pétrole rend les deux camps plutôt souples sur le plan moral. La situation est parfaitement claire. Les Américains possèdent la technologie et l'argent, les Saoudiens ont le pétrole. Et ce statu quo tient toujours aujourd'hui. Par exemple, Donald Trump a maintenu l'alliance avec l'Arabie saoudite, même après l'assassinat de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien critique envers le régime. Alors que ce dernier a disparu au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, le dirigeant saoudien Mohammed Ben Salman a démenti toute responsabilité directe. Mais cette affaire a révélé sa face la plus sombre et a durablement entaché son image de réformateur. Au fil des années, l'Arabie saoudite et les États-Unis vont devenir les meilleurs amis du monde. Grâce au nouveau groupe pétrolier Aramco qui succède à Sokal, les intérêts commerciaux et stratégiques des deux pays se confondent. Une coopération qui va bien au-delà de la production de pétrole.
En plus d'extraire le précieux liquide, les Américains sont chargés de construire des routes, des écoles et des hôpitaux avec le plus de main-d'œuvre locale possible, ce qui n'est pas chose facile. La majorité de la population ne sait ni lire ni écrire. Les Américains veillent toutefois à ne pas blesser l'orgueil des Arabes. Dans les années 1950, Aramco établit un code selon lequel il ne faut jamais qualifier l'Arabie saoudite d'arriérée ou de sous-développée, mais au contraire en parler toujours comme d'un pays à l'aube d'une nouvelle ère. De cette relation bilatérale est née l'une des entreprises les plus cotées au monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars. Aramco est devenue Saudi Aramco, une compagnie publique saoudienne. Fin 2019, le groupe entre en bourse. Peu de temps après son introduction, l'action grimpe de 10%, soit la hausse journalière maximale autorisée sur le marché saoudien. Des profits que les géologues flairent dès la fin des années 1930. Ils estiment que le désert saoudien renferme jusqu'à 100 billions de tonnes de pétrole. Les Américains sont bien décidés à exploiter la manne. Mais au moment où ils veulent commencer l'extraction, un dictateur mégalomane déjoue tous leurs plans. Comme Winston Churchill, Adolf Hitler sait que la clé du succès militaire, c'est le pétrole. Si la propagande nazie présente la Blitzkrieg comme une tactique géniale, la stratégie de la guerre éclair s'explique en partie par la pénurie de carburant. Ne produisant pratiquement pas de pétrole, le Troisième Reich doit miser sur des victoires rapides. La machine de guerre hitlérienne consomme plus de 4 millions de barils par mois durant la campagne en Union soviétique. Hitler est obsédé par le pétrole. Son ministre de l'économie, Albert Speer, déclarera lors des procès de Nuremberg qu'il lisait beaucoup d'ouvrages sur le sujet, en parlait souvent et connaissait très bien l'histoire du pétrole. L'Allemagne a impérativement besoin de nouvelles ressources en carburant, ce que doivent lui fournir les grands gisements pétrolifères d'Azerbaïdjan en URSS. Pour y accéder, il faut parcourir près de 3000 km à travers l'Europe. L'armée allemande se met en route sans tarder, mais dès 1942, l'essence vient à manquer. La Wehrmacht table donc sur la découverte révolutionnaire de scientifiques allemands, la fabrication de pétrole synthétique avec du charbon. À partir des années 1920, le groupe chimique IG Farben entreprend des recherches dans ce domaine. Et les premiers résultats sont prometteurs. Le problème était que ça coûtait 10 fois plus cher que le pétrole brut. Mais l'enjeu politique était tel qu'Hitler a privilégié cette technique d'hydrogénation. Il a fait ouvrir une douzaine d'usines pour fabriquer ce pétrole synthétique. Il a été possible de produire environ 50% du carburant avec ce procédé. Bien avant le début de la guerre, Hitler a exigé de rendre le Reich plus indépendant. En 1936, il écrit « La production de carburant allemand doit désormais être accélérée à un rythme drastique. » IG Farben suit la consigne et augmente la production. Mais l'Allemagne n'atteindra jamais l'autonomie en matière de pétrole. Plus la guerre dure, plus le Reich est dépendant des importations de la Roumanie, membre de l'Axe. Les Alliés le savent bien évidemment. Il faut à tout prix couper l'approvisionnement de l'Allemagne en pétrole. En mai 1944, 177 bombardiers américains détruisent les raffineries roumaines, principal réservoir du pétrole allemand. Le même mois, plus de 900 bombardiers lourds lancent 22 attaques sur les usines d'hydrogénation d'IG Farben en Saxe. 2200 bombes sont larguées sur le seul site de Leuna. C'est la fin de l'essence synthétique en Allemagne. L'état-major allemand est abasourdi. Le pays possède les premiers avions militaires à turbopropulseurs au monde, plus rapides que n'importe quel appareil allié. Mais sans carburant,
il reste cloué au sol. Ça a conduit l'Allemagne nazie à la défaite. Les Allemands ne pouvaient pratiquement plus se déplacer. Ils avaient bien trop peu de carburant et ils risquaient de connaître la même situation que pendant la Première Guerre mondiale, la panne sèche. 3 mois avant la fin de la guerre en Europe, un nouvel ordre mondial se dessine à Yalta. Si les Alliés se témoignent officiellement leur estime réciproque, un différend a éclaté 2 ans plus tôt entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'était une situation étrange. Ils se battaient côte à côte contre Hitler, mais en même temps, leur chef de gouvernement se disputait dès 1943, en pleine guerre donc, pour savoir qui pourrait extraire le pétrole saoudien après la guerre. Le président américain Franklin Roosevelt remet un petit dessin à l'ambassadeur britannique pour lui montrer comment il envisage le partage des gisements de pétrole. Sur cette carte figurent d'ores et déjà les futures concessions. Roosevelt a dit « Le pétrole persan est à vous. On se partage le pétrole irakien et koweïtien, et le pétrole saoudien est à nous. » En 1944, les 2 États amis, qui n'avaient plus rien d'amis, ont engagé les négociations. Cela a déclenché une funeste guerre des télégrammes entre Churchill et Roosevelt, qui n'a pas apporté de véritable solution en Arabie saoudite. Entre-temps, le pétrole était devenu si important que les Alliés se sont déchirés en pleine guerre sur cette question. Lorsque les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS se réunissent à la conférence de Yalta, les négociations n'ont guère avancé entre Roosevelt et Churchill sur l'épineux dossier du pétrole saoudien. Mais le président américain prépare déjà son prochain coup. À Riyad, à près de 3000 km de là, Ibn Saoud se met en route avec sa suite pour une rencontre au sommet. Il lui faut presque 2 semaines pour atteindre le lieu de rendez-vous dans le canal de Suez, en Égypte. Roosevelt l'attend à bord d'un navire de guerre américain. C'est le 2e voyage à l'étranger que le roi saoudien entreprend de toute sa vie. Une suite de 50 hommes a voyagé avec lui. Ils ont apporté avec eux des tapis et des tentes, et ils ont campé sur le croiseur américain. Au lieu de passer la nuit dans la luxueuse cabine du capitaine, le monarque insiste pour dormir dans une tente sur le pont. Il a fait venir des tapis orientaux et même sa propre chaise. Le roi saoudien a eu de longues conversations avec Roosevelt. Et aussi différentes qu'étaient leurs personnalités, aussi éloignés qu'étaient les mondes qu'ils représentaient, il semblerait qu'ils aient trouvé un langage commun. Ils se sont manifestement bien entendus. Les 2 camps se plient en 4 pour mener à bien cette rencontre. Les États-Unis sont intéressés par le pétrole, mais Ibn Saoud a lui aussi un objectif en tête. Il cherche un allié fort. Dès 1943, il a envoyé 2 de ses fils en mission de reconnaissance aux États-Unis pour qu'ils sondent le terrain. À leur retour, ils ont dit que c'était le pays le plus puissant du monde. Alors Ibn Saoud a souhaité tout naturellement conclure une alliance avec ce pays. La Grande-Bretagne risque de perdre la course au pétrole saoudien. 3 jours seulement après cette rencontre, Churchill se rend en Égypte pour s'entretenir avec Ibn Saoud dans un hôtel d'une oasis. Le Premier ministre britannique est moins habile dans les négociations. Amateur de cigares et de whisky, il ne voit aucune raison de s'en priver durant l'entrevue. Il dit « Je suis l'organisateur de ce banquet. Sa religion lui interdit peut-être de fumer et de boire, mais dans ma religion, c'est expressément autorisé. » Le président américain a dû laisser une impression bien différente au souverain saoudien. Roosevelt n'a pas fumé. On sait qu'il fumait comme un pompier.
mais il y a renoncé pendant toute la durée de l'entretien. Il n'a consommé ni tabac ni alcool, ce qui a créé un climat propice à un accord. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont conclu une alliance qui est toujours valable aujourd'hui. Pour leur avoir donné accès au pétrole, les Américains remercient les Saoudiens à leur manière. En 1950 déjà, le président Truman écrit une lettre à Ibn Saoud pour l'assurer que tout danger extérieur qui pèse sur l'Arabie saoudite devient automatiquement une menace pour les États-Unis. Pour l'État saoudien, c'est ni plus ni moins une garantie de survie accordée par le pays le plus puissant du monde. Pour les Britanniques, en revanche, c'est un véritable cauchemar. Exactement comme Roosevelt l'avait prédit à leur ambassadeur à Washington dans son dessein. Le pétrole de l'Arabie saoudite est à nous. La Seconde Guerre mondiale avait interrompu la production de pétrole. À présent, les Américains mettent les bouchées doubles. Le temps, c'est de l'argent, et ils sentent que ça ne va pas durer éternellement. À l'autre bout de la planète, le pétrole transforme des pays pauvres en États puissants et pleinement conscients de leur position de force. Cette émancipation commence au Venezuela. Avant le boom pétrolier des années 1920, le Venezuela comptait parmi les pays les plus arriérés d'Amérique latine. L'écrasante majorité de la population était analphabète et il n'y avait que 2 universités. Dans les années 1930 et 1940, le pétrole a entraîné un essor rapide du pays. Le Venezuela a formé les premiers technocrates de l'industrie pétrolière. Des gens qui étaient passés par l'université et qui avaient appris aux États-Unis comment le secteur pétrolier fonctionnait. C'est ce qui explique qu'en 1948, le pays a été le premier grand exportateur de pétrole à obtenir un accord 50-50, qui garantissait une répartition à parts égales des profits entre l'État propriétaire des gisements et les compagnies étrangères. Les pays du Golfe se sentent pousser des ailes et veulent suivre l'exemple du Venezuela. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Les groupes pétroliers occidentaux sont perçus comme des colons modernes qui se comportent insidieusement comme des maîtres, avec leur pouvoir, leur influence, leur importance, leur orgueil et leur statut. Une attitude qui se reflète dans les anciens traités. En gros, voilà comment ça se passait. Les barons du pétrole soutiraient l'or noir au seigneur du désert pour 1/10 de sa valeur. Ensuite, les ministres des Finances des pays occidentaux appliquaient des taxes sur les hydrocarbures importés. Le pétrole était non seulement une énergie au prix imbattable qui dopait la croissance économique, mais aussi une ressource fiscale abondante qui permettait aux pays occidentaux de développer leurs infrastructures. Les pays pétroliers ont naturellement fini par se rendre compte qu'avec ces taxes, les ministères des Finances américains, britanniques, français, italiens, ouest-allemands et ceux des autres pays consommateurs remplissaient davantage les caisses de leurs propres États que celles des États producteurs. En ce sens, évidemment, il s'agissait bien de traités coloniaux. En 1949, Aramco apporte 43 millions de dollars au fisc américain. De son côté, l'Arabie saoudite ne perçoit que 39 millions de dollars de bénéfices. À Riyad, le ministre du pétrole fait pression sur les États-Unis et finit par décrocher le premier accord 50-50 dans la région. En un an, les recettes du pays sont multipliées par 3 et atteignent près de 120 millions de dollars. La nouvelle se répand dans le monde arabe. Le Koweït, l'Irak et tous les pays dans lesquels les compagnies pétrolières britanniques sont implantées réclament le même arrangement. Et ils obtiennent gain de cause. La Grande-Bretagne, qui est encore une puissance coloniale, perçoit ces nouvelles revendications comme une forme de révolte. Elle craint la fin de son empire et par là même une perte d'influence, notamment en Iran. Derrière ce mouvement de libération, il y a un homme.
un excentrique connu pour ses talents de comédien, mais aussi un habile dirigeant. Il sait combien le pétrole iranien est important pour les Britanniques, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Mohammad Mossadegh. Le peuple iranien nourrit depuis toujours une profonde méfiance à l'égard des Britanniques. La société Anglo-Iranian Oil Company, qui deviendra plus tard BP, est bien plus anglaise qu'iranienne et rappelle l'ancienne puissance d'occupation qui a tenté de transformer le pays en protectorat britannique. Au total, l'Iran gagnait moitié moins avec son pétrole que ce que le gouvernement britannique empochait grâce aux dividendes de l'Anglo-Persian Oil Company. Aux yeux de Mohammad Mossadegh, l'Anglo-Iranian Oil Company est un symbole de l'exploitation britannique. Le septuagénaire veut plus de 50% des recettes pétrolières pour son pays. En 1951, il demande au Parlement iranien d'exproprier la compagnie britannique. Il voulait que le peuple et le gouvernement iranien aient davantage leur mot à dire dans la gestion de la production pétrolière en Iran. Entre autres parce que les ouvriers iraniens travaillaient dans des conditions très dures à Abadan, la plus grande raffinerie du monde. C'est ce qui a poussé Mossadegh à négocier âprement avec l'Anglo-Persian Oil Company. Et comme la compagnie refusait de faire des concessions, il a décidé de nationaliser les entreprises pétrolières britanniques en Iran. L'Empire britannique réagit promptement. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces morveux de persans. Surtout quand on a affaire à un homme d'État qui aime recevoir ses invités dans son lit. Il est vrai que l'excentrique Mossadegh travaille souvent dans sa chambre en pyjama. Les autres pays producteurs de pétrole observent attentivement le déroulement des négociations. En menant ce qu'il appelait une bataille anticoloniale, Mossadegh est devenu très populaire en Iran, mais aussi dans d'autres pays qui avaient une profonde aversion envers les puissances coloniales. Il faut savoir qu'en 1951, une grande partie du monde faisait encore partie d'empires coloniaux. Mossadegh est élu homme de l'année par le Time Magazine. Un journaliste du New York Times parle de l'homme le plus éloquent que l'Iran ait produit au cours des derniers siècles. Mossadegh devient la voix de tous ceux qui souffrent et incarne la lutte contre les riches et les puissants. Grâce à des discours chargés d'émotion, il parvient à électriser son auditoire ou à le faire pleurer, tout en fondant lui-même en larmes ou même en s'évanouissant. En Iran, il est acclamé. Pour les Britanniques, le Premier ministre iranien est une humiliation et un danger. Ils veulent se débarrasser de cet homme politique inflexible par tous les moyens. En novembre 1952, le républicain Dwight Eisenhower est élu président des États-Unis et cela crée un appel d'air pour les projets de coup d'État. Peu de temps après son investiture, le 20 janvier 1953, la CIA informe les services secrets britanniques qu'elle est prête à renverser Mossadegh. Nom de code de la mission, Opération Ajax. Le directeur de la CIA déclare que si jamais l'Iran basculait dans le camp communiste, le monde libre serait privé de l'énorme source de revenus que représente le pétrole iranien. Afin de rallier le monarque iranien, le Shah Mohammad Reza, au projet de coup d'État, un agent de la CIA se fait conduire à son palais, caché sous une couverture. Le Shah doit signer le licenciement de Mossadegh. Pour pouvoir continuer à faire affaire avec les compagnies pétrolières occidentales, il accepte, mais à contre-cœur. Il sait en effet que son Premier ministre est très apprécié de son peuple. La première tentative de coup d'État échoue. Des officiers loyaux empêchent l'arrestation de Mossadegh. Inquiet, le Shah et sa femme s'enfuient à Rome. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'opération capote.
À Rome, l'hôtel Excelsior leur offre une suite, mais ils n'ont plus de contact en Iran. Les nouvelles de Téhéran leur parviennent par des journalistes postés devant l'hôtel. Pendant ce temps, une partie de l'armée organise un putsch en Iran sous la houlette de la CIA. Le Shah revient et dissout le Parlement. Mossadegh comparaît en justice. Il dit au juge « Mon seul crime est d'avoir nationalisé l'industrie pétrolière iranienne et de l'avoir libérée du colonialisme et de l'influence politique et économique du plus grand empire sur Terre. » Verdict, 3 ans de prison, puis assignation à résidence jusqu'à la fin de sa vie. Mossadegh meurt en 1967. Le Shah interdit des funérailles publiques. Peu après, l'Anglo-Iranian Oil Company devient British Petroleum, BP. Le coup d'État est apparu comme un succès à court terme, parce qu'un consortium d'entreprises américaines et britanniques a pu contrôler de nouveau le pétrole iranien, et que l'Iran est devenu un allié majeur des États-Unis dans le Golfe Persique. Mais on peut dire qu'à long terme, le putsch a été un échec, parce qu'il a délégitimé le Shah. Il était désormais considéré dans son propre pays comme la marionnette des Américains. Et les entreprises internationales étaient perçues comme des ennemis du peuple iranien. On peut penser que ça a été un des éléments déclencheurs de la révolution islamique à la fin des années 1970. 26 ans après le coup d'État, les images spectaculaires de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran par des fondamentalistes religieux feront le tour du monde. Mais en 1953, le Shah est bien installé et sous l'égide des Américains et des Britanniques, le pétrole iranien afflue de nouveau vers l'Europe et les États-Unis. À cette époque, le précieux hydrocarbure s'immisce dans tous les domaines de la vie et devient indispensable aux États-Unis. Pour de nombreux Américains, le déclic se produit en 1955, lorsque le premier McDonald's moderne ouvre ses portes dans une banlieue de Chicago. Une société entière se construit sur la voiture et le pétrole bon marché. Grâce à cette nouvelle mobilité, les Américains peuvent réaliser leur rêve de vivre en banlieue. Désormais, tout peut se faire sans quitter son véhicule. En Californie, la première église drive-in voit le jour. On y assiste à la messe, confortablement installé sur son siège. Les cinémas en plein air sont recherchés pour un premier rendez-vous amoureux. Aux États-Unis, 40% des demandes en mariage se font dans une voiture. Et avec leurs immenses parkings, les centres commerciaux attirent les jeunes générations adeptes du shopping. L'automobile devient objet de désir avec ses chromes étincelants et son moteur aussi puissant qu'énergivore. Le pétrole fait naître de nouvelles idées commerciales. Les motels ouvrent partout aux États-Unis et apportent un certain nombre d'innovations. Les chambres sont équipées d'un téléviseur et de savons emballés. Dans le couloir, un distributeur automatique sert des boissons fraîches et des glaces. Quelques années plus tard, la voiture s'invite même à l'intérieur de la maison. Les fans de la série à succès Vegas jubilent au moment où le héros entre dans son salon avec sa Ford Thunderbird après une dure journée de travail. Le pétrole change aussi l'aspect des villes d'Europe de l'Ouest. La planification des transports est entièrement axée sur l'automobile. En 1967, à Paris, les quais de Seine sont transformés en voies rapides. Berlin est traversé par une autoroute urbaine. La voiture devient un symbole de statut social. La mode est au banilon
et les enfants du baby-boom ne jurent plus que par les jouets fabriqués avec un autre matériau à base de pétrole, le plastique. Les matières synthétiques sont partout. Des dessous féminins jusqu'aux pneus des avions gros porteurs. Même les épaisses combinaisons des astronautes sur la Lune en contiennent. Le pétrole contribue largement au miracle économique en Allemagne et engendre un nouveau mode de vie en France, comme dans le reste du monde occidental. Aux quatre coins de la planète, de vastes sites industriels sortent de terre grâce au pétrole facile à transformer. Les multinationales fournissent le matériau de base avec lequel on fabrique des produits en masse et à coût réduit pour le marché mondial. Même si certains pays producteurs ont obtenu des conditions plus avantageuses, les trusts pétroliers dictent toujours leurs lois. Jusqu'à ce 14 septembre 1960, où un cartel bien particulier voit le jour. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, va changer à tout jamais les rapports de force dans le secteur pétrolier. Le ministre vénézuélien des hydrocarbures, Juan Pablo Pérez Alfonso, déclare « Nous contrôlons plus de 80% des exportations de pétrole brut dans le monde et nous sommes désormais unis. Nous écrivons l'histoire. » Les membres fondateurs de l'OPEP sont l'Irak, l'Iran, le Koweït, le Venezuela et l'Arabie saoudite. Il leur faudra plus de 10 ans pour se faire entendre. Mais le choc n'en sera que plus violent pour les pays industrialisés occidentaux.